L'actualité du livre, invité de Pont-Neuf, Eliette Abécassis pour son livre Instagrammable paru aux éditions Grasset. Eliette Abécassis, bonjour. Bonjour. C'est une vision en coupe de la société française que vous nous offrez, la société contemporaine, celle où nous vivons, celle où vivent nos enfants. D'abord, une chose, vous l'avez écrit avant le Covid ou pendant le Covid? Eh ben voilà, c'est une question intéressante parce que j'ai commencé à l'écrire avant, il y a 3 ans. Et finalement, avec le Covid, ce que j'avais perçu, c'est intensifié, c'est-à-dire cette addiction, cet envoûtement des réseaux sociaux. Et il se trouve qu'il y a un peu plus d'1 an, pendant le premier confinement, j'étais partie à la campagne et j'avais emporté un livre. C'était les vacances de février, c'est Les liaisons dangereuses. Et je me suis retrouvée à rester finalement 1 mois avec seulement ce livre. Donc je l'ai étudié, je l'ai lu, relu et ça m'a donné cette idée de reprendre les liaisons dangereuses avec ce paradigme des liaisons dangereuses virtuelles. Donc c'est vrai que je l'ai repris et retravaillé en fonction d'une intensification de ces réseaux et ce phénomène en fait qui était déjà présent avant, mais qui avec le Covid a véritablement explosé. Alors ce phénomène, on va en parler, et c'est vrai que le Covid n'a fait que précipiter les choses et les accroître. Pour donner une idée de cette société que vous décrivez, on va lire ces quelques lignes. À la terrasse des cafés, seuls ou avec des amis, ils sont sur le qui-vive, à l'affût d'une nouvelle, dans une attente fébrile, constante. Ils ont toujours leur téléphone à portée de main. Le soir, ils ne s'endorment pas sans l'avoir consulté. Le matin, ils le saisissent avant même d'avoir ouvert l'œil pour savoir ce qui arrive. On devine de quoi il est question. C'est le procès du portable, c'est le procès d'Instagram et c'est le procès des réseaux sociaux que vous faites. Alors c'est un procès, mais pas tout à fait un procès parce que ça reste un roman. Donc c'est divertissant, c'est une histoire, j'espère que c'est drôle. Et je ne veux pas faire un livre qui soit à charge parce que je trouve que la technologie et le monde moderne est absolument passionnant, qu'on vit une révolution qui est sous nos yeux et qui va très très vite puisque tout s'accélère tout le temps et qu'il ne s'agit pas tant de condamner les portables, les réseaux sociaux, la technologie Instagram, que de savoir comment l'utiliser parce qu'on peut ne pas être soumis à la technologie, mais au contraire s'en servir. Et toute la problématique, c'est d'arriver justement à ne pas devenir l'esclave de nos esclaves, c'est-à-dire l'esclave de nos machines. Et il y a des choses formidables sur Instagram, il y a les bookstagrammeuses. Moi, je suis abonnée à beaucoup de comptes, soit culturels, qui m'apprennent plein de choses. Et je suis ravie de ne pas avoir à prendre l'avion pour consulter un livre et d'avoir accès à toutes les bibliothèques du monde juste en un clic. Donc la technologie nous apporte un bienfait. Mais le problème, c'est qu'elle est juste en train de prendre le contrôle de nos vies, de nos esprits et de nos enfants. Et vous décrivez quand même, il faut bien le reconnaître, vous décrivez ça comme une maladie, comme une dépendance, comme une addiction, et particulièrement chez les adolescents. Alors j'ai vu effectivement mes adolescents basculer dans ce monde, je dirais il y a 3-4 ans. Il y a eu une première phase où je leur ai, comme il le faut, hein, parce qu'ils l'ont tous acheté un portable. Et puis il y a eu une deuxième phase où ils sont effectivement rentrés dans les réseaux sociaux. Et là, j'ai eu l'impression de les avoir perdus. Mais même d'avoir perdu en fait un langage commun, parce que il y a des codes, il y a tout un langage, et c'est même plus qui devient une langue, tellement ça devient différent de la langue que je parlais. Donc j'ai voulu comprendre et pouvoir communiquer avec eux. Mais c'est pas seulement eux en fait. On est tous envoûtés par la technologie.
On a tous nos téléphones, mais quasiment greffés sur la main. On s'endort en les regardant. Le premier geste le matin, c'est de regarder ce qu'il y a sur son téléphone, comme s'il y avait une nouvelle extraordinaire qui était tombée pendant la nuit. Et puis toutes les notifications qui nous arrivent en permanence, en plus des messages WhatsApp, des e-messages, c'est-à-dire que notre esprit est constamment sollicité. Et il y a ce message qui dit, en fait, tu dois tout le temps consulter ton portable pour voir ce qui se passe. Donc il y a ce sacro-saint événement et tout est nivelé parce que un tsunami, le Covid, en même temps que les soldes sur tel site, sur tel magasin, sont mis absolument au même niveau. L'important, c'est de capter nos esprits. Et c'est vrai que là, on risque de basculer dans un monde qui est qui nous coupe tout simplement de l'humanité parce qu'on n'arrive plus à avoir une conversation suivie. En tout cas, ça devient difficile avec les enfants puisqu'ils sont sans cesse en train de répondre. Même quand ils regardent un film, ils consultent leur message WhatsApp. Donc, en fait, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils perdent cette faculté de se concentrer, de s'abstraire de la technologie pour arriver à se concentrer sur une conversation, sur un livre ou même sur un film. Et c'est là où, effectivement, il y a un danger et où j'ai raconté. Alors, après, c'est pas un essai, c'est une histoire autour de ce monde et de ces personnages qui sont dans ce monde qui est notre monde en fait. Alors, c'est vrai que c'est tout un monde qui est décrit, et c'est vrai aussi que vous avez retrouvé le langage des adolescents. Vous vous êtes efforcé de reprendre de reproduire leur façon de parler. Et on a le sentiment que vous avez mené une enquête sur le monde des adolescents, mais en même temps, on a l'impression quand même qu'ils sont interchangeables. Je veux dire, ils se ressemblent tous. Et c'est un portrait de groupe avec parents que vous avez écrit. Oui, alors il y a les parents qui sont aussi envoûtés par la technologie. Et les enfants, effectivement, ces enfants sont sous influence, puisqu'ils sont tous en train de regarder sur leur Instagram les influenceurs et les influenceuses. Ces jeunes filles, parfois c'est vraiment des toutes jeunes filles qui ont 700 000, 1 million d'abonnés et qui font du unboxing, c'est-à-dire qui ouvrent des boîtes d'objets qu'elles reçoivent sans cesse et qu'elles montrent parce qu'elles ont des partenariats avec diverses marques. Et ce que j'ai remarqué, c'est que à force de les regarder, effectivement, ces influenceuses ont certains codes esthétiques. En fait, il faut être instagrammable donc s'habiller d'une certaine façon, se coiffer d'une certaine façon, se maquiller, avoir effectivement les ongles faits. Et les adolescents finissent tous par leur ressembler, puisque c'est eux qui sont leurs modèles, et que l'adolescence, c'est un âge où on cherche on cherche à s'identifier. On a besoin d'avoir une image idéale. Et donc, c'est un âge particulièrement propice à être influencé. Et effectivement, moi, 10 fois par jour dans la rue, j'ai l'impression de voir ma fille. Et je crois que c'est ma fille parce qu'elles sont toutes vêtues, habillées pareil, avec la même coupe de cheveux et puis le même brushing. Et là où ça devient un peu dangereux, c'est que il y a une pression pour se conformer à cette image, pour être instagrammable. Et ça peut mettre en danger cette image qui est un peu fragile chez les adolescents, jusqu'à des histoires tragiques comme on l'a vu il y a un mois, de meurtre ou alors de suicide, avec une pression terrible sur les images que les adolescents s'envoient et qu'ils utilisent pour se faire du chantage ou simplement se faire du mal ou se venger, comme dans ce qu'ils appellent le revenge porn. Donc ça peut être un monde, ces liaisons dangereuses, ces liaisons virtuelles peuvent être véritablement dangereuses pour les adolescents. Alors, il y a aussi les émoticônes qui sont pas dangereux, mais qui constituent une façon de parler aussi. J'ai eu ce même dialogue avec Mazarine Pinjot sur les émoticônes, qui était à votre place il y a quelques semaines. Et on peut dire que les émoticônes, c'est le langage de la paresse.
Alors, en fait, les émoticônes qu'ils adorent utiliser, enfin qu'on utilise, c'est pour corriger un peu le côté sec et pour donner le ton du message. Et c'est vrai que, alors, on prend, il y a plein d'émoticônes et qui expriment différents états d'esprit pour arriver à faire ressentir à l'autre notre sentiment. Donc ça vise à réincarner le côté très dur de ce monde technologique où on est sans cesse en train de converser par une machine et on n'a plus ce rapport humain. Moi, je dirais que les émoticônes, ça vient plutôt réintroduire d'une façon un peu paradoxale de l'humanité dans ces échanges technologiques et complètement virtuels. Et là aussi, il y a un danger de virtualisation des sentiments. Mais pour autant, pour avoir effectivement enquêté non seulement sur tous les influenceurs, les influenceuses qui sont sur Instagram, mais aussi sur la vie des ados, sur ce qu'ils ressentent, leurs peines de cœur, leurs premières amours, eh bien, c'est un moment intense où on vit des choses intenses et c'est un moment initiatique qui est très romanesque. C'est pour ça que j'ai voulu écrire cette histoire. Alors, il y a aussi, évidemment, les concerts, les chanteurs qui sont populaires dans ces milieux. Necfeu, vous ne connaissiez pas avant de vous atteler à ce roman. En tout cas, moi, je ne connaissais pas, mais j'ai des enfants qui sont moins proches, qui se sont éloignés maintenant un peu de l'adolescence. Mais vous avez dû vous renseigner sur les chanteurs Oui, bien sûr, qui marchent. il y a une bande son, il y a une bande son dans le livre parce que dans le monde des ados, la musique est fondamentale et ils sont tout le temps avec leur AirPod à écouter beaucoup, ils écoutent beaucoup de rap, mais aussi des chanteuses un peu plus, je dirais, douce comme Angèle. Et il y a eu un moment où on était. Alors le repas, pour moi, c'est sacré parce que c'est le moment où on retrouve la conversation et vraiment, on n'a pas le droit d'avoir de portable à table. Ça, c'est essentiel. Et ma fille, qui a des cheveux, qui a beaucoup de cheveux, je voyais qu'elle ne répondait pas et effectivement, elle était en train d'écouter de la musique avec ses AirPods, vous voyez pas, sous son casque de cheveux. Et en fait, ils sont tout le temps en train d'écouter ces chanteurs qui donnent aussi dans le rap des messages, qui leur donnent des messages, qui leur insufflent aussi des valeurs qui sont les leurs. Donc, ça me paraissait très important, effectivement, d'avoir cette bande-son dans le livre. Alors, la fin résonne un peu comme une délivrance, mais on a du mal quand même à croire qu'un adolescent puisse trouver la force de jeter, c'est la dernière scène du livre, de jeter le portable depuis le pont Mirabeau sur la Seine. On aimerait bien penser qu'il fait juste un geste pour grandir, pour devenir adulte, mais les adultes dans votre livre, on l'a dit, ne valent pas mieux que les adolescents. Ils sont tout aussi accros que les adolescents. Oui, c'est vrai, les adultes sont aussi accros et ils essayent d'être Instagrammables, mais ils sont trop vieux pour l'être véritablement. Donc, il y a une différence de... J'ai beaucoup travaillé justement sur le langage des adultes, le langage des ados, le contraste entre ces deux langues. Et cette histoire, finalement, alors c'est une histoire d'une influence, d'une influenceuse, d'une manipulation, comme j'ai transposé les liaisons dangereuses, la terrible marquise de Merteuil dans le livre de Choderlos de Laclos, eh bien ça devient une influenceuse qui s'appelle Jade aujourd'hui, qui a 700 000 abonnés sur Instagram et qui est elle-même en train de vendre toujours plein de produits, mais qui va s'apercevoir aussi qu'elle ne peut pas continuer à être elle-même elle est en train de devenir elle-même un produit en fait, puisque c'est elle se vend à elle-même, elle vend sa vie privée et tout ce qu'elle ressent pour justement créer ce qu'elle appelle de la proximité avec ses abonnés. Et elle va manipuler
son ex, qui est l'équivalent du marquis de Valmont aujourd'hui, le séducteur, le jeune Léo, pour qu'il séduise Sacha afin d'exercer une vengeance. Donc c'est l'histoire d'une vengeance, d'une manipulation et d'une vengeance par l'image dans ce monde de la visibilité. Mais je pense en voyant mes enfants, parce que c'est mes muses en fait, j'ai dédié le livre à ma fille, je crois qu'on s'est adonné à ce monde sans y réfléchir, sans prendre de distance, sans aucun recul, et que maintenant est venu le moment d'avoir une vision un peu plus philosophique des choses. Et je pense qu'ils sont prêts, parce que eux-mêmes, mes enfants me disent toi tu nous as laissés en toute liberté avoir nos portables tout le temps, mais nous on ne fera pas pareil avec nos enfants, on les surveillera. Je pense qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose d'excessif, ils n'arrivent pas totalement à s'en détacher, mais en tout cas ils en ont l'envie. Ce qui est étonnant quand même, le plus étonnant dans votre roman, c'est que le portable existe. C'est un personnage du roman, c'est un personnage qui fausse tout, qui fausse toutes les relations. C'est une espèce de virus finalement. C'est ça, c'est un virus, absolument. Dès qu'on est en contact avec le portable, c'est très 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 difficile d'y résister, tellement ça crée une dépendance, et une dépendance très 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 rapide. Donc moi je pense, enfin c'est le mythe du golem du Maharal de Prague qui a créé cette formidable machine pour défendre les Juifs, mais le golem, il ne fallait pas l'utiliser à des fins domestiques. Et finalement, cette machine, le golem, est devenue intelligente et s'est retournée contre son maître, qui a été obligé de le désactiver. Et je pense que les moments de déconnexion sont devenus absolument des moments qui nous sont plus que précieux, en fait, qui sont vitaux pour conserver notre humanité, comme par exemple le Shabbat, où bien on pose le portable un jour par semaine, et puis on retrouve le plaisir de converser, ou même de s'ennuyer, de lire, enfin toutes les choses qu'on n'a plus le temps de faire, parce que le portable est aussi très très chronophage. Alors, vous faites bien la transition là, puisque je voulais dire un mot de ce livre qui est paré en même temps et qui s'appelle 3 minutes pour comprendre les 50 notions clés du judaïsme. Les deux livres n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Eliette Abécassis. Ils n'ont rien à voir. En fait, ils n'ont rien à voir. Et finalement, ce qu'ils ont, ils ont tout à voir, parce que le judaïsme, j'ai voulu là, à travers ce livre, 50 notions clés pour comprendre le judaïsme, montrer à quel point le judaïsme est pertinent dans la société dans laquelle nous vivons, et peut-être même encore plus pertinent que jamais, qu'avant. Comme je disais, le Shabbat, c'est devenu un souffle vital où on sauve notre âme de ce monde technologique, de ce monde de l'hypercapitalisme qui nous envahit. Donc, à travers toutes ces notions ces rites, les rites aussi, c'est très important pour réinsuffler un sens dans nos vies, où on ressent un grand besoin, une grande perte de sens. L'histoire juive, le judaïsme dans toutes ses dimensions est encore plus important, je crois, aujourd'hui, pour arriver à survivre dans ce monde un peu fou dans lequel nous vivons. Alors, il y a toutes les notions clés du judaïsme. Il n'y a pas le Maharal de Prague et il n'y a pas le golem, c'est dommage d'ailleurs, mais il y a tout le reste. Vous rappelez un peu le film il y a un film de Godard comme ça où le personnage veut faire le Louvre en 5 minutes, en courant. Il veut faire tout le Louvre en 5 minutes. Vous donnez 3 minutes, mais pour 50 notions.
Alors, voilà, mais enfin... Alors, je peux vous dire que c'est un sacré défi. J'ai mis énormément de temps à l'écrire parce que en fait c'est très compliqué de faire court en fait c'est toute la collection, c'est une collection qui s'appelle 3 minutes et qui justement est la collection qui colle à notre époque parce qu'on vit une accélération du temps et on n'a plus le temps, on est tellement sur nos portables qu'on n'a même plus le temps de rien ni de lire, donc il faut que la page puisse se lire en 3 minutes, c'était ça le défi. Et il y a des questions pour arriver à synthétiser la Shoah en 3 minutes. Alors là, vraiment, il faut peser chaque mot et c'était extrêmement complexe d'arriver voilà, à tout dire, c'est-à-dire à dire l'essentiel en si peu de temps. Je ne sais pas, j'espère être arrivée à faire quelque chose qui soit en tout cas à la fois très personnel. J'ai voulu présenter tous les courants du judaïsme, le judaïsme dans toutes ses dimensions, parce que je crois que c'est la grandeur du judaïsme d'avoir toutes ces dimensions, tous ces courants, toutes ces interprétations différentes qui n'arrêtent pas de se renouveler, de remettre en question les dogmes et de se disputer entre eux. Mais en même temps, c'est ça toute la vitalité et l'originalité il y a y compris l'entrée antisémitisme, y compris dans ses développements récents. C'est une notion clé du judaïsme pour vous, l'antisémitisme. Vous avez 30 secondes. Malheureusement, j'ai 3 minutes pour répondre. Malheureusement. On a les règles aussi à la radio. Hein. Je voudrais avoir Alors, vous avez 30 secondes pour finir sur l'antisémitisme. Malheureusement, on le voit encore avec l'affaire Sarah Halimi, où, à mon avis, l'antisémitisme est en train de se répandre dans les mœurs, parce que la justice est aussi le reflet des mœurs de notre société. On dirait qu'à chaque époque réinvente l'antisémitisme au fur et à mesure que le judaïsme se réinvente, car il ne cesse de se renouveler avec une vitalité incroyable. Et bien malheureusement, l'antisémitisme aussi, et il faut le combattre plus que jamais aujourd'hui. Merci Eliette Abekassis. S'il y avait des émoticônes à la radio, je vous aurais fait un like ou peut-être même plus. On verra. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Et nous recevions Eliette Abekassis pour son livre Instagrammable paru chez Grasset. Bonne journée, prenez soin de vous.